J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui concerne énormément de monde, mais dont on parle trop peu. Un sujet qui, s'il est bien compris, peut littéralement changer votre façon de voir votre propre vie. Depuis longtemps, on nous fait croire qu'il suffit de patienter, de souffrir en silence, ou d'attendre un coup de chance pour que nos problèmes se résolvent d'eux-mêmes. On nous vend des histoires où un mentor providentiel, un riche bienfaiteur, ou une opportunité tombée du ciel viendra transformer notre destinée. Mais soyons honnêtes, est-ce que ça arrive vraiment? Combien de personnes restent figées dans l'attente d'un miracle qui ne viendra jamais? Et si, au contraire, la clé se trouvait déjà entre vos mains? Parce qu'à la fin de cette vidéo, si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez une chose essentielle. Personne ne viendra vous sauver. Et c'est une excellente nouvelle. Depuis longtemps, on nous fait croire qu'il suffit de nous plaindre, de souffrir en silence, ou d'attendre qu'une aide miraculeuse tombe du ciel pour que nos problèmes disparaissent. Beaucoup de personnes grandissent en pensant que, tôt ou tard, une situation inattendue, un mentor inspirant ou une occasion inespérée se présentera pour transformer leur vie. Elles regardent des films ou des séries où le personnage principal, après avoir longtemps peiné dans l'anonymat, est un jour repéré par quelqu'un d'important. On observe aussi des histoires où, tout à coup, un riche bienfaiteur arrive et offre une opportunité extraordinaire. Dans ces récits, la personne en difficulté est sauvée juste au moment critique et n'a plus qu'à accepter l'aide venue d'ailleurs pour tout arranger. Malheureusement, la vraie vie n'est pas un film où la chance intervient toujours au bon moment. La plupart du temps, personne ne vient nous prendre par la main, ni nous donner exactement ce dont nous rêvons. Accepter cette réalité peut être douloureux au début, car cela nous ramène à la responsabilité que nous portons sur nos propres épaules. Pourtant, c'est aussi libérateur de comprendre que, si personne ne nous sauvera, nous sommes donc libres d'agir nous-mêmes, à chaque instant. On peut rester passif ou bien décider de passer à l'action. On peut se contenter de gémir sur notre sort, ou bien comprendre que notre vie nous appartient. Beaucoup de gens, à un moment de leur existence, se sentent coincés dans des cercles de frustration. Ils ont l'impression de frapper aux mêmes portes fermées, d'essuyer les mêmes rejets, de répéter inlassablement les mêmes échecs. Certains abandonnent, car ils trouvent plus facile de dire qu'ils n'ont pas eu de chance, ou qu'on ne leur a pas tendu la perche salvatrice. Pourtant, c'est en persévérant, même quand tout semble nous pousser à arrêter, que se produisent les vrais progrès et la croissance intérieure. Quand on a envie de laisser tomber, c'est souvent parce qu'on est fatigué, qu'on se sent seul, ou qu'on se dit que nous ne valons pas la peine de faire des efforts. Mais abandonner ne résout jamais rien sur le long terme. On vit un soulagement temporaire, un sentiment très fugace de liberté ou d'apaisement, et très vite, on se retrouve avec un profond regret d'avoir cessé d'avancer, comme si on avait manqué une occasion de découvrir ce qui aurait pu se produire si on avait continué. Il est vrai que continuer son chemin, alors qu'on fait face à des difficultés, demande beaucoup d'énergie. Il faut faire preuve de force mentale pour résister à l'envie de tout lâcher, et cela peut parfois sembler insurmontable. Pourtant, si on arrive à aller au-delà de cet inconfort, on découvre souvent qu'on est capable de bien plus que ce qu'on imaginait. On se rend compte qu'on est la seule personne responsable de nos résultats, et qu'il n'y a pas de fatalité absolue. Notre passé, nos erreurs, nos échecs ne sont pas là pour nous définir, mais plutôt pour nous apprendre des leçons et nous permettre d'agir différemment à l'avenir. De même, nos peurs peuvent être considérées comme des signaux qu'il y a un défi à relever, plutôt que comme des murs infranchissables. Personne ne viendra taper à notre porte pour régler tous nos problèmes. Et c'est normal, parce que les gens autour de nous ont aussi leurs propres soucis. Notre famille peut nous aimer et vouloir le meilleur pour nous, mais elle ne peut pas accomplir à notre place le travail qui nous revient. Nos amis peuvent être bienveillants, mais ils doivent eux-mêmes mener leur vie. Nos éventuels mentors peuvent nous donner des orientations ou des conseils, mais ils ne prendront pas les décisions à notre place. C'est pour cette raison que la plupart des réussites viennent de la volonté personnelle de construire sa propre voie. Les personnes qui font rêver, celles qui semblent inarrêtables et qui obtiennent ce qu'elles veulent, ne doivent pas tout à la chance ou à une aide magique. Elles n'attendent pas que des conditions idéales se présentent. Elles osent commencer avant de se sentir prêtes. Elles persistent quand elles ont envie d'abandonner. Elles font un pas, même tout petit, dans la direction qui les inspire. Parfois, on se dit qu'il faut attendre le déclic, un signe extérieur ou un moment précis. On s'imagine que, si on se montre patient, peut-être qu'un jour quelqu'un remarquera notre potentiel
et nous prendra sous son aile. Mais attendre, c'est une illusion de patience qui masque souvent un refus d'agir. Le temps file et pendant qu'on reste dans l'expectative, on ne se rapproche pas de ce que l'on veut construire. Le vrai déclic vient souvent quand on réalise qu'on peut commencer tout de suite, même sans tout connaître, même en doutant, même en ayant peur. Plus on agit, plus on clarifie nos idées et plus on apprend ce qui fonctionne ou non. Il arrive qu'on n'agisse pas parce qu'on craint l'échec ou le jugement d'autrui. On se dit qu'on n'est pas assez bon, pas assez préparé, pas assez talentueux, et qu'il est préférable de ne rien faire plutôt que de se confronter au risque de voir la réalité nous donner tort. Pourtant, c'est précisément en faisant des erreurs qu'on découvre les solutions. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont utilisé leurs échecs comme des marches leur permettant de s'élever plus haut. Il peut sembler dur d'entendre que, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités et arrêter de se bercer d'illusions. Mais c'est plus dur encore de rester passif et de voir les mois ou les années défiler sans qu'on ait tenté de changer les choses. Notre situation présente est en grande partie le résultat de nos choix passés, que ce soit de manière directe ou indirecte. Prendre conscience de cela ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller. C'est plutôt prendre acte que, si nous avons contribué à créer notre situation actuelle, nous pouvons aussi faire autre chose pour la changer. S'attribuer la responsabilité de sa vie est un pas important vers la liberté. Cela fait parfois peur, parce qu'on ne peut plus accuser le destin, la chance, les circonstances ou l'absence d'un sauveur. Mais c'est cette peur qui peut devenir une force. Abandonner est l'option la plus simple, car elle nous évite de continuer à lutter. Quand on se retire d'un projet ou d'un objectif, on ressent parfois un soulagement immédiat. Plus de pression, plus de stress, plus de déception possible. On a l'impression de s'accorder un moment de répit. Malheureusement, cet apaisement ne dure pas. Rapidement, on se retrouve face au regret de ne pas avoir persévéré. On se dit « Et si j'avais tenu bon quelques semaines de plus, qu'est-ce qui se serait passé ?» On s'imagine les avantages qu'on aurait pu obtenir si on n'avait pas tout arrêté trop tôt. On se reproche de n'avoir pas eu assez de volonté ou de courage pour faire face à la difficulté. Résultat, on n'échappe pas réellement à la souffrance, on la reporte. Au lieu d'abandonner, on peut décider de voir la lutte comme un moyen de grandir. Ceux qui réussissent sur le long terme n'ont pas forcément moins de doutes ou de peur que les autres. Simplement, ils ont compris que chaque difficulté surmontée apporte de la confiance en soi, de la force et de l'expérience. S'ils avaient lâché à la première contrariété, ils n'auraient jamais pu bâtir quoi que ce soit de solide. D'ailleurs, parfois, on observe des gens qui abandonnent tout. Ils laissent tomber l'école, puis un emploi, puis un autre, puis un projet, puis encore un autre. Ils croient échapper à la souffrance, mais ils entraînent leur cerveau à fuir dès qu'ils se sentent inconfortables. Au fil du temps, ils s'installent dans une forme de résignation, en se disant que la vie ne fait pas de cadeaux, ou qu'ils ne sont pas faits pour le succès. Il faut bien comprendre que n'importe quel chemin un peu ambitieux comporte son lot de souffrances, d'incertitudes et de difficultés. Il n'y a pas de voie royale qui nous dispense de faire des efforts. C'est pour cela que, lorsqu'on ressent l'envie puissante d'abandonner, on doit faire une pause, respirer, et se demander si on veut abandonner, parce que c'est réellement la meilleure décision ou parce que c'est la plus facile à court terme. La plupart du temps, le désir de tout lâcher apparaît parce qu'on est fatigué, submergé ou trop focalisé sur les aspects négatifs. Dans ces moments, on a tendance à oublier pourquoi on a commencé. On se concentre sur la douleur immédiate et on perd de vue nos motivations profondes. Il peut être utile alors de se souvenir de la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce projet, cet objectif ou cette activité en premier lieu. Au fond, on voulait peut-être améliorer sa vie, aider sa famille, se prouver quelque chose à soi-même, accomplir un rêve d'enfance ou acquérir une nouvelle compétence. Il est important de ne pas tout jeter par la fenêtre simplement parce que le chemin est plus long ou plus ardu qu'on ne l'avait prévu. Il faut admettre que la société dans laquelle on vit nous vend souvent une forme de positivité toxique, qui consiste à nier la difficulté et la douleur. On nous répète « Ne pense qu'aux choses positives, évite les problèmes, sois juste heureux et tout ira bien ». En réalité, la vie n'est pas toujours simple et il est normal d'éprouver de la tristesse, de la colère, de l'anxiété ou du découragement. Le vrai problème, c'est quand on laisse ces émotions nous paralyser, au lieu de les accepter, de les comprendre et de continuer d'avancer avec elles. Il ne faut pas confondre ressentir des émotions négatives et être condamné à l'échec.
Les émotions ne sont pas des faits. On peut se sentir incapable un jour et réaliser le lendemain qu'on avait simplement besoin de repos ou d'une nouvelle approche. Notre état émotionnel varie comme la météo. Parfois, on traverse une tempête intérieure qui nous donne l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, tout redevient plus clair. Pendant un moment difficile, on a tendance à penser que la solution est de tout arrêter en attendant de se sentir mieux. Mais si on fait ça, on risque de rester bloqué pendant très longtemps, parce qu'il est rare qu'on se lève un matin en se sentant subitement parfait. Parfois, c'est en faisant le premier pas, même alors qu'on est plein de doutes, qu'on débloque la situation. On commence par une petite action, on voit qu'on avance un peu, on ressent un petit regain de confiance, et on se rend compte que tout n'est pas si noir. Beaucoup de journées très productives ou très positives démarrent mal. Le matin, on se réveille avec l'envie de tout envoyer balader. Puis on se décide à accomplir une tâche infime, juste pour ne pas avoir de regrets, et de fil en aiguille, la motivation vient au fur et à mesure de l'action. Il ne s'agit pas de nier qu'on peut être épuisé, anxieux ou déprimé. Il faut accepter ses sentiments, admettre qu'on peut se sentir vraiment mal et avoir le droit de pleurer, de se mettre en colère ou de vouloir du soutien. Mais la question c'est, que fait-on de ces émotions? Si on les suit à la lettre, on finit par tout repousser à plus tard. On finit par cesser d'agir dès que la peur ou la fatigue se font sentir. On se retrouve alors dans une spirale négative, car plus on évite d'agir, plus on se sent coupable, plus on se sent coupable, plus on se trouve nul, et ainsi de suite. Ce cercle vicieux peut être brisé en se poussant, malgré les émotions négatives, à accomplir ne serait-ce qu'une petite étape vers notre objectif. On doit se répéter que se sentir perdu ne veut pas dire qu'on est réellement sans issue, et que se sentir nul ne signifie pas qu'on n'a aucune compétence. Les émotions sont souvent trompeuses et peuvent dépendre d'une mauvaise nuit de sommeil, d'un événement imprévu ou même de la météo. Parfois, quand on est vraiment au plus bas, on ne sait plus vers qui se tourner et on se dit que personne ne s'intéresse à nos problèmes. Pourtant, il existe un moyen simple de sortir la tête de l'eau. Se tourner vers quelqu'un qui est dans une situation pire que la nôtre et lui apporter de l'aide. Cela peut paraître étrange ou contradictoire. On se dit « je suis déjà épuisé, je n'ai plus d'énergie pour m'occuper de quelqu'un d'autre ». Mais aider une personne qui en a besoin nous sort de notre propre boucle de négativité. Au lieu de rester concentré sur nos angoisses, on ouvre les yeux sur ce que vit l'autre. On réalise parfois que nos problèmes, bien qu'importants, ne sont pas les seuls. Voir qu'il existe des gens en grande détresse et leur apporter un soutien, même minime, nous donne un sentiment d'utilité et de force. On découvre alors qu'on a encore quelque chose à donner. Même si on n'est pas au sommet de notre forme, on possède un minimum de ressources, que ce soit notre écoute, notre temps, un sourire, un encouragement, un conseil ou un repas pour quelqu'un qui a faim. Ce petit geste, qui peut sembler insignifiant, fait souvent une grande différence pour la personne qui le reçoit. Et en retour, on s'aperçoit qu'on n'est pas complètement impuissant, contrairement à ce qu'on imaginait dans nos moments sombres. On peut trouver des moyens simples d'aider autrui. Par exemple, on peut appeler un ami en détresse pour lui prêter une oreille attentive, sans forcément avoir de solution miracle à lui proposer, mais juste en étant là pour écouter ce qu'il a sur le cœur. On peut, quand on achète à manger, prendre une portion supplémentaire pour quelqu'un qui est dans la rue et qui ne sait pas d'où viendra son prochain repas. On peut transmettre une compétence qu'on a, aider un étudiant qui a des difficultés, soutenir une association de quartier, se porter bénévole dans un refuge pour animaux ou dans un centre d'accueil pour personnes en difficulté. Les possibilités sont multiples, et l'important est de comprendre que, en aidant, on se donne aussi un but. On sort de chez soi, on se confronte à la réalité du monde, on se sent vivant et utile. Cette dynamique intérieure nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à nous regarder le nombril. On n'est pas la seule personne à avoir des problèmes. Et, dans cet élan de générosité, on se libère souvent de nos propres pensées négatives. C'est un paradoxe. En allant vers l'autre, on découvre des forces qu'on ignorait posséder. On réalise parfois qu'il y a toujours quelque chose de bien en nous, même quand on croyait être vidé ou brisé. Un autre point essentiel pour changer notre état d'esprit et nos résultats est l'environnement dans lequel on évolue. L'erreur commune, c'est de croire que la volonté suffit à tout surmonter. Dans les faits, notre environnement exerce une forte influence sur nous. Même avec la meilleure détermination du monde, si nous sommes constamment entourés de distractions, de gens négatifs, de plaintes, de critiques ou de mépris, on finit par se laisser contaminer.
On ne peut pas être efficace dans un espace chaotique, où chaque mètre carré est encombré, où la télévision hurle sans cesse, où les notifications de nos téléphones défilent à n'en plus finir, et où personne n'encourage l'amélioration personnelle. De même, si on passe tout notre temps avec des personnes qui se complaisent dans la médiocrité, qui n'ont aucun rêve, qui se moquent de ceux qui cherchent à s'élever, on va nous-mêmes baisser nos standards. L'entourage nous façonne souvent plus qu'on ne le croit. Il est important de comprendre que si on veut grandir, on doit parfois changer d'environnement, même légèrement. On n'est pas forcé de déménager à l'autre bout du monde. Parfois, il suffit de s'installer dans un coin calme pour travailler, de choisir une bibliothèque ou un café où on sera moins exposé aux tentations permanentes de la maison, ou encore de commencer à trier notre espace de vie pour le rendre plus propice à la concentration. On peut aussi réduire l'influence de certaines personnes négatives sans pour autant les supprimer totalement de notre vie, si c'est difficile. Il peut s'agir de passer moins de temps avec elles, de ne pas leur confier nos projets et nos peurs, ou de cesser de se laisser démotiver par leurs réflexions. À l'inverse, on peut chercher des gens qui nous inspirent et se rapprocher d'eux, même si c'est virtuellement au départ, en regardant leurs conférences, en lisant leurs livres ou en rejoignant des groupes en ligne où se réunissent des personnes qui ont des objectifs proches des nôtres. Notre cerveau est très sensible aux influences extérieures. Si on ne met jamais de filtre, on ingère tout ce qui passe, y compris la négativité, la peur et la médiocrité. Mais si on choisit soigneusement ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, si on sélectionne nos conversations et nos sources d'informations, on peut changer notre manière de voir les choses. On peut apprendre plus vite, se motiver plus durablement et éviter les pièges qui nous ralentissent. C'est un changement que chacun doit faire selon ses moyens et ses contraintes. Si on ne peut pas encore quitter un emploi qui nous pèse, on peut, à côté, organiser notre espace personnel pour créer une atmosphère plus agréable et plus propice à notre développement. On peut arrêter de suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui ne nous apportent rien et remplacer ce temps par une activité plus utile. On peut cesser de regarder en boucle des programmes qui entretiennent nos angoisses ou notre pessimisme et, à la place, lire un livre ou écouter un podcast sur un sujet qui nous intéresse vraiment. Quand on dit que personne ne viendra nous sauver, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de recevoir de l'aide. Au contraire, parfois, de bonnes personnes se présentent dans notre vie, mais il ne faut pas fonder tous nos espoirs là-dessus. Il est plus sain de voir ces aides extérieures comme des bonus plutôt que comme des nécessités absolues. Si une opportunité surgit, on peut la saisir pour avancer plus vite. Mais on ne doit pas parier notre destin sur ce facteur incertain. Il existe toujours une grande part qui dépend directement de nous-mêmes, de notre capacité à agir, à apprendre, à persister et à nous entourer des bonnes choses. C'est pour cela qu'il est important de réaliser que, si on ne fait rien, rien ne bouge. C'est très simple, mais beaucoup passent leur vie à attendre un miracle. Les années passent, et ils s'étonnent de ne pas voir de changement. Pourtant, entre-temps, ceux qui ont entrepris des démarches, qui ont échoué, recommencé, ajusté leurs méthodes, continuent de progresser. Il y a aussi ce mythe selon lequel il faut se sentir parfaitement prêt, motivé et serein avant de démarrer. En réalité, on n'est presque jamais complètement prêt. C'est l'action qui nous prépare, pas la réflexion infinie. Quand on se lance, on apprend ce qu'on doit ajuster, on découvre des aspects qu'on n'avait pas prévus, on gagne en expérience pratique. La motivation réelle se construit en faisant, car le sentiment de satisfaction vient quand on voit qu'on avance. Si on attend de se sentir génial et plein d'énergie, on peut attendre très longtemps. Mieux vaut se dire « Je n'ai pas envie aujourd'hui, je doute, mais je vais au moins faire la première petite étape ». Avec le temps, on s'aperçoit que ce système nous aide à franchir bien des obstacles. La persévérance n'est pas seulement une vertu de grosse volonté ou d'héroïsme. C'est un état d'esprit qui consiste à reconnaître que chaque pas compte, même quand on est fatigué, même quand on est triste ou qu'on se sent nul. On avance, parfois lentement, parfois un peu plus vite, mais on ne perd jamais de vue qu'on a décidé de ne plus dépendre d'un sauveur extérieur ou d'une occasion tombée du ciel. Cette démarche demande de la discipline, mais la discipline n'est pas le fait de gens parfaits ou infaillibles. C'est la capacité à continuer malgré les hauts et les bas, en sachant que la vie est de toute façon une succession de défis. Tant qu'on n'abandonne pas, on peut réorienter notre route, on peut chercher de nouvelles idées ou demander conseil à quelqu'un qui est déjà passé par là. Quand on lâche tout, on se retrouve à zéro et on doit souvent tout recommencer.
C'est pour cela qu'il est aussi important de ne pas céder à l'attrait d'abandonner juste parce qu'on est fatigué. C'est tentant de dire qu'on arrête et de sentir la pression retomber. Pendant quelques heures ou quelques jours, on se sent soulagé. Puis on réalise qu'on a détruit tout l'élan qu'on avait mis du temps à construire. Repartir de zéro est souvent plus dur que de surmonter la difficulté immédiate. Il faut se souvenir que pendant qu'on arrête, d'autres continuent. Pendant qu'on baisse les bras, d'autres renforcent leur discipline et leurs compétences. Et on se rend compte plus tard qu'on a raté une opportunité de progresser, ou même simplement une occasion de mieux se connaître. Car ce n'est pas uniquement une question de succès extérieur, de réussite financière ou de reconnaissance. C'est aussi le fait de se prouver qu'on peut être la personne qui fait face aux problèmes au lieu de se cacher. Quand on agit ainsi, on gagne un sentiment d'accomplissement qui ne peut venir que de l'intérieur. On peut alors être fier de soi, même si on n'a pas encore atteint la finalité recherchée. On découvre une forme de fierté à être quelqu'un qui persévère quand c'est difficile, au lieu de lâcher quand c'est dur. Un autre point qui revient souvent, c'est la tendance à se concentrer exclusivement sur ses propres problèmes au point de se sentir oppressé par eux. On peut changer ce focus en pensant à quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est dans une situation encore plus critique. Cela nous donne de la perspective, non pas pour minimiser notre douleur, mais pour nous rappeler que nous ne sommes pas isolés dans la détresse et que nos ressources, même si elles nous paraissent faibles, sont peut-être très précieuses pour quelqu'un d'autre. On peut ainsi sortir de nos pensées négatives, car au lieu de se répéter qu'on est un cas désespéré, on se met en action pour soutenir autrui. Le fait d'aider quelqu'un est une forme de thérapie qui fonctionne bien. L'apitoiement sur soi s'évapore quand on s'occupe des difficultés de quelqu'un d'autre. On se tourne vers l'extérieur et on se dit qu'on a encore un rôle à jouer, une place dans le monde, même si ce n'est pas grand-chose. L'aide qu'on apporte, aussi minime soit-elle, peut compter beaucoup pour la personne en face. À partir de là, on se sent moins impuissant et on retrouve parfois une énergie enfouie. Cela ne veut pas dire qu'on néglige nos propres soucis, mais qu'on arrête de s'enfermer dans la solitude et la tristesse. On peut faire cet acte de générosité de 1000 façons. Donner un peu de temps, partager une compétence, offrir un repas, prêter une oreille attentive, donner un vêtement à quelqu'un qui a froid. Chaque petit geste de ce genre est un rappel concret qu'on peut avoir un impact positif. Cet impact nous fait du bien, nous tire vers le haut, et bien souvent, nous donne la force de nous remettre au travail sur nos propres objectifs. On échappe ainsi à l'obsession du moi, à l'idée que nous sommes la seule personne à souffrir ou que la vie est particulièrement injuste envers nous. C'est un cercle vertueux. On aide, donc on se sent mieux, donc on est plus motivé pour continuer à aider et à avancer, etc. La puissance de l'environnement se voit aussi dans le fait que si on passe notre temps au même endroit, entouré des mêmes bruits, des mêmes critiques ou des mêmes jugements, on finit par penser que c'est normal. On ne réalise pas forcément qu'on est piégé. Si on a la possibilité de changer d'air, de voyager ou de fréquenter des lieux différents, on découvre parfois des façons de vivre plus inspirantes ou plus constructives. Si on ne peut pas faire un grand voyage, on peut chercher des endroits près de chez nous, comme une bibliothèque paisible, où on peut travailler sans être dérangé. On peut aussi aménager notre chambre ou notre bureau, afin qu'il soit plus calme, plus clair, moins encombré. Un espace de vie ordonné et rangé aide souvent l'esprit à se concentrer. Les distractions permanentes nuisent à notre capacité à persévérer, car elles nous attirent constamment vers des loisirs faciles ou des tentations qui ne font pas vraiment avancer nos projets. Changer d'environnement, même légèrement, peut donc faire une grande différence sur le long terme. Il peut être très utile également d'observer nos habitudes de consommation. Que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision, les jeux, la musique, on peut se demander si ce qu'on absorbe la plupart du temps nous tire vers le haut ou vers le bas. Si on constate qu'on ne regarde que des contenus négatifs, superficiels, ou qui nous font perdre beaucoup de temps sans rien apporter, on peut progressivement remplacer ces contenus par d'autres, plus inspirants, plus instructifs. Au lieu de suivre des comptes qui se plaignent en permanence ou qui entretiennent une atmosphère toxique, on peut s'intéresser à des comptes qui proposent des idées positives, du savoir, des expériences utiles pour notre propre progression. De nos jours, il existe d'innombrables ressources gratuites en ligne pour acquérir de nouvelles compétences, découvrir des styles de vie différents, se former à la gestion de ses émotions ou de ses finances, etc. Il ne s'agit pas de se priver de tout divertissement, mais de trouver un équilibre sain où notre esprit est nourri de ce qui peut l'aider à s'épanouir
au lieu de le tirer vers le pessimisme ou la procrastination. Quand on réalise l'importance de l'environnement, on comprend mieux pourquoi certains réussissent plus facilement. Ce n'est pas toujours qu'ils sont plus doués ou qu'ils ont eu plus de chance. Souvent, c'est qu'ils se sont placés dans des conditions favorables à leur réussite. Ils ont fait en sorte de se trouver des amis motivés, des collègues ambitieux ou des mentors bienveillants. Ils ont choisi de s'inspirer de personnes qui avaient déjà accompli ce qu'ils veulent faire. Ils ont minimisé les sources de distraction. Ils ont appris à protéger leur esprit de la négativité et à refuser les comportements destructeurs autour d'eux. Tout ceci est accessible à chacun, même si cela prend du temps pour tout mettre en place. Il faut parfois procéder étape par étape, commencer par changer un petit détail, puis un autre, et persévérer dans cette voie. Le mot-clé, une fois encore, est la persévérance. En fin de compte, c'est bien cela le message. Personne ne viendra nous sauver. Il ne faut pas attendre qu'un livre de développement personnel, une conférence ou une bonne étoile fasse tout à notre place. Même la meilleure source de motivation ne sert à rien si nous ne faisons pas les démarches concrètes pour organiser notre vie, gérer nos émotions, aider les autres et persévérer dans les moments difficiles. Comprendre cette idée permet de prendre le contrôle. On n'a plus besoin de rester au même endroit en espérant un miracle. On peut faire un petit pas vers l'avant, chaque jour, et on finit par avancer bien plus loin qu'on ne l'aurait cru possible. Alors, plutôt que de se dire « c'est injuste, personne ne m'aide », on se dit « c'est à moi de faire ce qui est nécessaire, et c'est mieux ainsi, parce que je suis libre de choisir ma direction ». De même, réaliser qu'abandonner n'apporte qu'un soulagement momentané nous aide à ne pas tomber dans ce piège. Bien sûr, il y a des circonstances où il est nécessaire de quitter une situation réellement toxique, mais dans de nombreux cas, l'abandon n'est qu'une fuite qui nous laisse un goût amer de regret et ne résout pas la question du sens ou de la progression. Il est plus porteur de se dire « Je choisis de souffrir un peu maintenant pour éviter la grande souffrance du regret plus tard ». On ne grandit qu'en traversant ces moments où tout nous dit d'arrêter, mais où on poursuit quand même. C'est là que se construit la résilience, la discipline, la confiance en soi et la certitude qu'on a la force de rebondir. Toute personne qui semble avoir une volonté de faire a commencé quelque part, en prenant l'habitude de ne pas capituler à la première difficulté. Pour conclure, il est utile de rappeler que chaque petit effort compte. On n'est pas obligé de changer du jour au lendemain. On peut commencer par ranger un bureau, se fixer une seule tâche productive dans la journée, couper certaines notifications, parler un peu moins avec les gens qui nous tirent vers le bas, chercher sur Internet des ressources inspirantes, se rappeler qu'on doit aider quelqu'un qui en a besoin. À force d'accumuler ces modestes avancées, on découvre qu'on a changé de cap et qu'on n'est plus la personne qui attend passivement un sauveur imaginaire. On devient une personne active, responsable, plus heureuse malgré les difficultés et beaucoup plus ouverte sur le monde. Et c'est en persévérant ainsi, un pas après l'autre, qu'on finit par transformer sa vie, en sachant qu'on a soi-même bâti ses fondations. Personne ne l'a fait pour nous, et c'est là toute la fierté et la puissance d'agir.